beaucoup là, de l'invitation. Je me sens comme en tension entre deux pôles. Je vais parler d'un travail que j'ai fait il y a quelques années et qui est un petit peu loin dans le rétroviseur. Je vais en parler sans que ce soit d'une manière expéditive, à tout le moins d'une manière un peu sommaire. Je n'arrive pas avec une présentation, avec force citation, avec une volonté de convaincre quiconque et d'étayer une démonstration implacable. Là, je vais plutôt rappeler d'où je viens quant à ce que je dirais aujourd'hui, c'est-à-dire une recherche sur le statut du sujet politique au Canada. Et pour faire un lien avec un objet de recherche que je me donne, que je suis à me donner, que je m'emploie à cerner, qui m'intéresse, mais que je ne prétends pas du tout maîtriser. Donc, j'ai une sorte de funambule là, qui est entre deux pôles, et je suis un petit peu précisément au milieu du parcours où on perd un petit peu de vue le point de départ, mais on ne voit pas encore le point d'arrivée. Bon, et c'est précisément, je crois, dans ces moments-là qu'il convient de discuter. Et ce qui m'a intéressé lorsque François l'Italien m'a écrit pour me proposer de passer vous voir, et bon, la proposition consistait à parler essentiellement de ce travail qui commence dans ma mémoire à dater un petit peu, dans l'actualité de ce que je fais. Et je lui proposais donc de faire un lien avec un livre qui paraîtra jeudi prochain, le 3 octobre, qui s'intitule « Faire que, l'engagement politique à l'ère de l'inouï » et qui est composé de 3 parties. La dernière portant sur la notion de biorégion, une sorte de réponse à notre responsabilité quant à des enjeux politiques et écologiques graves qui sont les nôtres en ce siècle. Mais je vais partir grosso modo du début, parce que quand justement j'ai reçu cette invitation, ça a été l'occasion pour moi de constater qu'il y avait une sorte de lien entre 2 livres que, plus spontanément comme ça, j'ai écrit pensant qu'ils étaient assez distincts. Je me rends compte que l'un est un peu la suite de l'autre, c'est-à-dire Bande de colons et Faire que. Et Bande de colons, bon, c'est un ouvrage qui consiste à penser sur le plan de la conscience de classe, ce qui définit, il me semble, au mieux de mes connaissances en tous les cas, le sujet politique canadien et son statut, et québécois de manière, je dirais, distincte, comme toujours, mais néanmoins prise dans un contexte, disons, continental ou colonial plus large. Et il s'est agi donc de nous présenter principalement comme colons. Je vais expliquer un peu ce qu'il en est de la démarche. Ce qui m'intéressait dans l'expression bande de colons, c'est qu'elle me semble nous définir très très bien. Nous formons une bande de colons au sens géographique, à savoir que démographiquement, le Canada est peuplé surtout au sud de sa frontière. 90% des Canadiens sont à 75 km de la frontière états-unienne ou du Saint-Laurent. Nous formons une sorte de bande démographique de colons, parce que statutairement, c'est ce que je crois que nous sommes. Et je trouvais intéressant, du point de vue de la conscience de classe, que l'expression qui nous définit le mieux est en même temps une insulte. C'est-à-dire qu'on s'insulte à se nommer, on s'insulte à se concevoir. Et il s'agit, me semble-t-il, de phénomènes témoignant de notre difficulté à prendre conscience de ce que nous sommes, de ce qui nous constitue, de ce qui nous détermine dans cette législation qui reste la nôtre. Et donc mon travail a consisté dans ce petit bouquin à reprendre au fond, quant à nous, un nous très vague, il est forcément vague puisqu'il est canadien, un nous très vague qui est la nomenclature donc des catégories sociales et des classes sociales, en suggérant qu'il n'est pas
tout à fait indiqué de tout simplement tenter de transposer sur notre situation la nomenclature européenne, la nomenclature de la métropole. Hein, il me semble qu'il y a une légère, partielle inadéquation à se penser en fonction de la nomenclature habituelle des classes sociales, mettons pour aller vite la hiérarchie bourgeois, classe moyenne, prolétariat, avec toute une gradation là, et toute une série de, toute une ventilation sociologique qu'on peut faire avec la catégorie des employés, la paysannerie, ainsi de suite, et puis les différents dégradés dans ce qu'on appelle être la classe moyenne ici. Il m'a semblé qu'il était plus pertinent pour penser notre réalité sociologique d'aborder notre situation en termes de colonisateurs, colons colonisés. Bon, si on pouvait coller à ce qui fait la colonie que nous restons, puisque le dominion que nous sommes et qui reste tel, n'a finalement évolué que du point de vue de la sémantique qui a été développée pour le qualifier. La monarchie parlementaire n'étant qu'un euphémisme pour nous rappeler à notre statut de colonie. Bon. Mais une colonie qui fonctionne un peu en roue libre et sans tutelle politique claire, comme si on avait tellement intégré notre fonctionnement colonial qu'on pouvait être colonialiste sans colonisateur attitré, ou avec un fil très ténu qui est là pour la famille royale et bon, sa symbolique à la fois écrasante et stérile. Bon. Et ce qui m'a intéressé, c'est pas d'oblitérer la chaîne européenne, c'est pas d'oblitérer, c'est de la situer au bon endroit, de lui assigner une place qui m'apparaissait plus juste. Je vais m'en expliquer. Il me semble que dans la série Colonisateurs, colons colonisés, qui témoigne de notre statut colonial, il y a d'abord les colonisateurs qu'on pourrait associer à une oligarchie ou à l'expression du 1%, qui a été centrale pendant quelques années ici, c'est-à-dire ceux qui façonnent la colonie, ceux qui en disposent, ceux qui la décident, ceux qui l'initient, ceux qui la façonnent. Dans l'histoire, ça a été les familles Van Horn, McGill, Molson, ainsi de suite. Ça peut être tous ceux qui ont investi dans le domaine de la pelleterie, des céréales, des mines, de l'eau maintenant, bon, et du pétrole. Tout cela étant un temps relié par tout le déploiement du chemin de fer dont on nous entend parler dans notre histoire. Les colonisateurs, ce sont les bénéficiaires principaux de la colonie et les destinataires de l'activité industrielle, commerciale et financière de la colonie. Bon, à l'autre bout du spectre, chez les colonisés, il me semble très clair qu'on retrouve les autochtones. Là, je vais revenir sur toutes sortes d'équivoques en ce qui concerne le mouvement indépendantiste québécois, mais je postule d'emblée que s'il y a dans cette histoire des derniers siècles, une catégorie sociale qu'on peut définir comme colonisée, ce sont des communautés qui, pour une raison ethnique, se sont trouvées parquées dans des réserves et mises au banc et distinguées par un cordon sanitaire ethnique et raciste, qui consiste à dire il y a nous, il y a vous, et vous, on vous parque là, puis on vous envoie des boîtes de conserve, puis on circonscrit votre activité, puis vos modalités de déplacement. Puis si on peut vous tuer à petit feu, puis vous abrutir avec de l'alcool, on s'en privera pas. Je schématise, après ça on pourrait être sociologiquement beaucoup plus fin, mais il y a ces deux éléments du spectre, avec, entre les deux, ceux que l'on associe aujourd'hui à la grande et floue notion de classe moyenne. C'est-à-dire les colons. Les colons, c'est des colons qui sont ni des colonisateurs, ni des colonisés. Ce sont les petites mains de l'aventure coloniale. Les exécutants des basses œuvres.
les employés qui, pour un lopin de terre, qui pour un petit salaire, qui pour une paire de billets pour le match du lendemain, qui pour un petit avantage, ben, vont se plier aux règles de la vie coloniale, vont réaliser le projet colonial par leur force de travail et vont aussi être finalement au front de l'activité coloniale, c'est-à-dire qu'ils seront ceux qui tiennent la pelle, qui tiennent le stylo, qui tiennent la matraque, qui tiennent tous les instruments de travail qui fait que la colonie peut effectivement se réaliser, parce qu'elle ne se réalise pas strictement par des décisions formelles tenues dans des conseils d'administration ou dans des conseils de ministres. La colonie se réalise quand il y a des subalternes, des employés, des exécutants qui consacrent leurs forces pour en réaliser le projet. Ce qui m'a intéressé, c'est d'élaborer cette nomenclature-là en 3 termes, parce qu'il me semblait qu'il en manquait un, c'est-à-dire celui de colon. Et moi, je veux dire, je suis de celles et ceux qui ont eu pour professeurs et pour livres des maîtres, André d'Allemagne, d'André d'Allemagne à Pierre Falardeau, si on veut, en passant par Gaston Miron et combien d'autres auteurs du mouvement indépendantiste qui avaient été énormément influencés par Albert Memmi. Et puis, bon, Jacques Berck et d'autres, c'est pas seulement lui, Frantz Fanon, puis on sait que, bon, à l'époque, le discours anticolonial avait été central pour fonder l'approche indépendantiste québécoise. Mais hélas, Albert Memmi n'a pas écrit de portrait du colon. Il a fait un portrait, il a présenté ses portraits sur un mode dual, en opposant sous une forme dialectique le colonisateur et le colonisé. Et je pense que mal nous en a pris. Si je n'en ai pas là pour jeter la pierre et donner le coup de pied de l'âne en refaisant l'histoire, on comprend une raison historique qui a amené les gens à emprunter des livres là où il y en avait, puis des références là où elles existaient. Mais hélas, nous avons pensé sur un mode dual, une situation qui aurait dû s'élaborer en 3 termes. C'est-à-dire le rapport colonisateur-colon colonisé. Et il y a une raison pour laquelle Memmi, lui, n'a pas fait de portrait du colon, c'est qu'on était en France, enfin, on était dans l'Afrique francophone, dans des situations où la colonisation de peuplement ne s'était pas vraiment faite. Sinon, un petit peu qu'en Algérie, peut-être, ou à Alger, dans la région algéroise, plus précisément, où là, il pouvait y avoir un effet, pas de surnom, mais en tout cas un rapport numérique qui donnait à penser, au fond, à un statut de colon peut-être plus évident, qui s'est thématisé beaucoup par les pieds noirs, ainsi de suite. Mais hormis ce cas algérien assez spécifique de la colonisation française, la France n'avait, contrairement à l'Angleterre, pour des raisons historiques, peu d'intérêt à inciter, à déployer des politiques de peuplement dans les colonies. Je me suis intéressé à un type qui s'appelle Lucien Boyard, je crois que c'est un sénateur des années 20 qui explique dans toute candeur en quoi les colonies sont une bonne chose pour la France. Puis il explique que c'est quand même pas des Français qui vont aller dans des contextes où le climat est torride, dans l'humidité, s'abaisser à exploiter le caoutchouc ou à exploiter le bois ou à exploiter les mines. On va quand même laisser des Africains qui sont nés pour ça dans l'optique raciste de l'époque faire ces basses besognes. Et donc on est dans une dualité là en Afrique, entre colonisateur et colonisé. Et puis le colon, dans ces contextes-là, parce que le colon apparaît dans ces 2 écrits de Memmi, portrait du colonisateur pour coloniser, j'imagine que vous avez tous un peu entendu parler de ces 2 livres, écrits à la fin des années 60, qui est extrêmement important dans la pensée postcoloniale. Le colon apparaît dans ces livres de Memmi, mais il apparaît toujours étant comme le médiocre. C'est exactement comme ça que Memmi représente le colon. Le médiocre qui ne sait plus par quel moyen montrer au colonisé qu'il est le colonisateur, même s'il ne l'est pas.
hein, qui prend sur lui tous les attributs du colonisateur. Puis il dit à un moment donné, ben, le colon, c'est le médiocre, parce que c'est celui qui sait très bien que lorsqu'il retourne dans la métropole, mettons qu'il habite à Montpellier, à Marseille ou à Pau, hein, qu'il est obligé de faire la queue pendant une demi-heure devant la boulangerie le dimanche pour avoir ses croissants. Il y a plus 50 domestiques d'un coup qui sont à ses pieds, hein, pour le servir. Il est peu humilié à souhait et méprisé, regardé de haut. Donc en fait, il s'accroche à son statut, hein, d'expatrié dans la colonie française, justement pour jouer au colonisateur. Donc, il a tous les attributs du colonisateur, ce qu'on n'observe pas ici, quand même. Et le concierge de l'aéroport de Hamilton ne joue pas au colonisateur comme l'administrateur d'une société coloniale française en Tunisie, au Mali, hein, ou au Congo-Brazzaville. Donc, on a là on comprend pourquoi Memmi ne s'est pas senti tenu de définir ce personnage-là, parce que ce personnage-là, dans son rapport psychologique à l'autre, et c'est ce qui intéressait Memmi, hein, c'est beaucoup plus une sorte de psychologie du colonisateur qu'une réalité sociologique, là, ben, la distinction se fait beaucoup moins. Mais lorsqu'on est dans une colonie de peuplement, dans un continent, parce que le Canada, c'est un continent avant même d'être un pays. Il n'y a jamais eu la volonté de faire un pays. C'est après ça qu'on nous est arrivé avec Terry Fox, la soirée du hockey, une médaille d'or de Guy Boucher, je ne sais pas qui, pour donner un peu de consistance à une contrée insignifiante, hein, qui visait simplement à exploiter des richesses au profit des marchés étrangers. Ça n'a été que ça, le Canada. Et d'ailleurs, je veux dire, moi, je me suis intéressé beaucoup dans un livre qui s'intitule Paradis fiscaux, la filière canadienne. Hein, les banquiers qui venaient d'Écosse ou d'Angleterre et qui étaient même nés ici ou étaient arrivés ici très jeunes, ne se disaient jamais canadiens. De la même manière que si on est un banquier suisse aux Bahamas, on se dit suisse, on ne se dit pas bahamien. Bon, ben, il n'y a personne qui se disait canadien à la fin du 19e siècle ici. On était juste en colonie. On était un Écossais en colonie qui gérait l'exploitation des richesses au profit des marchés, d'abord britanniques, puis à un moment donné, ça a été plus sur un mode libéral, là, états-unien, puis un peu français aussi, là, sur le tard, bon, et puis d'une manière mondialisée aujourd'hui. Bon, donc le Canada n'existait pas sur un plan politique, c'était simplement un comptoir. C'est pas mal le cas encore. Bon, alors ce portrait du colon n'a pas été fait. Et le mouvement indépendantiste qui cherchait des éléments conceptuels pour prendre conscience de la situation qui était la nôtre, puisque nous étions écartelés entre un discours britannico-canadien qui consistait à penser le Canada sans nous, ou en nous plaçant à la marge, en nous folklorisant beaucoup, en nous faisant chanter Alouette, et en nous réduisant à la soupe au pois, quoi. Ou, par ailleurs, un discours de France, qui nous voyait là aussi comme étant une anecdote de l'histoire, on ne pouvait pas vous citer Voltaire. Bon, donc, il y avait une nécessité, effectivement, de commencer par tout ce qu'on pouvait trouver, là, comme matière première textuelle, là, pour tenter de fonder une conscience. Et là, on a repris Memmi. Et on a invité Memmi. Et ça, c'est dans l'édition québécoise du Portrait du colonisateur, ou du Portrait du colonisé, qui se trouve encore là, dans les librairies d'occasion. Si vous avez 2 piastres à donner, c'est un bon investissement, parce que vous pourrez voir la préface de Memmi lui-même et des extraits d'une conférence qu'il a donnée au HEC, les HEC étant à l'époque, c'était pas les HEC d'aujourd'hui, c'était le creuset de la pensée social-démocrate, hein, qui allait éclore. C'est une époque où on pensait, je pense, on était en phase avec ce que les Allemands, avant la Deuxième Guerre mondiale, appelaient la nationale-économie, quelque chose qui était plus lié à une sociologie, finalement, économique qu'à une économie financière. Bon. Et à cette époque-là, donc, Memmi est invité au HEC, ce qui n'est pas du tout incongru. Hein, bon. Et puis, il se fait dire qu'on le lit, il ne comprend pas, parce qu'il écrit pour des Africains. Hein, il apprend qu'en Occident, il y a des Blancs qui ont un niveau de vie supérieur à bien des Français, qui se disent nés pour un petit pain, aliénés, et qui lisent Memmi, et disent les colonisés, c'est nous. Ben, lui, il écarquille les yeux. Bon. Et il y a seulement une personne qui récusait cette expression-là, moi je trouve qu'il était visionnaire, en tout cas extrêmement rigoureux, c'est Marcel Barbeau. Hein, Marcel Barbeau, c'était le seul qui disait non, on n'est pas colonisés, arrêtez ça tout de suite, c'est indécent. Les colonisés, c'est eux, regardez leur sort. Nous, il n'a pas dit colon. Mais il n'acceptait pas ça. Puis Memmi, Jean-Paul Sartre, Jacques Berck, et sans doute ça aurait été le cas, mais là j'extrapole avec Frantz Fanon, là, il n'y en a pas un qui était capable
de sanctionner le discours. D'arriver et d'apposer son blanc-seing en disant « Vous avez raison, tous frères, tous sœurs, hein, le mouvement noir américain, les Sénégalais, les Québécois, c'est pareil. » Là, il commençait à dire « Ah! » Puis là, on le dit, c'est vraiment intéressant quand on sent entre les lignes le malaise. On sent que Mamie a juste envie de prendre le prochain avion puis de rentrer. Parce qu'il ne sait pas comment composer. Et c'est bon, je ne vais pas jouer hein, comme René Girard, celui qui dit « Enfin, me voilà ». Mais je pense que ce qui manquait, c'était le concept de colon, tout simplement. C'est la pièce du puzzle qui manquait. C'est de dire, ben, finalement, nous, ce que nous sommes, c'est pas colon. Donc, sortir du dualisme, tout simplement. On n'est pas colonisateur, on n'est pas colonisé, on est colon. Ben, c'est dur à dire quand c'est une insulte depuis un siècle. Hein? Ça peut jouer, ça, dans la psyché, là, de se dire, mais si le terme colon n'eût pas été une insulte, peut-être que ce terme serait venu plus rapidement à la conscience. Bon, mais comme on arrivait mal à se dire colon puisque c'était une insulte, on en est resté à une sorte de non-dit. Mais le colon, c'est celui qui, donc, prête son concours pour un tout petit avantage à l'œuvre coloniale. Évidemment, tous les colons ne se ressemblent pas, mais parler de colons, c'est une façon de considérer un fait d'analogie entre bien des Québécois de la classe moyenne et bien des Canadiens anglais de la classe moyenne, ce qui nous permet de renouer avec la solidarité qu'il pouvait y avoir à l'époque des patriotes entre ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec et l'Ontario. On n'était pas nécessairement. Le discours, c'était pas de dire que les Anglais nous colonisent, nous Québécois, d'une manière comme ça, monolithique, mais c'était de dire nous sommes dans un régime colonial et il y a des colonisateurs qui ont spolié les biens, les terres de peuples qui les précédaient, qui sont colonisés, et pour y arriver, on a mobilisé une main-d'œuvre, hein, des petites gens, des petites mains, hein, pour. Ces gens-là ben, sont des colons. Et ils peuvent être colons, je reviens à mon concierge de l'aéroport de Hamilton, hein, ou aux travailleurs dans une cantine à Chibougamau, ce sont des colons. Bon. Maintenant, je ne veux pas pour autant oblitérer la distinction culturelle. On peut dire que tendanciellement, les colons canadiens-français, ou canadiens, comme dit Jean-Claude Germain, ont été prolétarisés davantage. Et là, on retrouve la chaîne européenne qui est pertinente quand vient le temps de penser la dialectique entre le colonisateur et le colon. Donc là, il y a effectivement un prolétariat, une classe moyenne, ainsi de suite, puis une classe moyenne supérieure, puis une poignée d'oligarques, avec un petit peu de mobilité sociale. Brian Mulroney, voilà, le grand Brian Mulroney dont on dit encore. C'est très, moi qui est mort récemment. C'est bon. Et moi, ce qui m'a intéressé dans tout ça, c'est de voir que le statut qui est le nôtre et qui a fait l'objet d'une difficile prise de conscience, avec aussi une évolution historique. N'aboutissant pas, la conscience de classe ne s'éclairant pas, eh bien, cela nous maintient dans une sorte de confusion. Et dans toutes sortes de bricolages sémantiques et conceptuels. Il y a les Québécois qui sont colonisés. En même temps, on a créé le Québec Inc. Dans les années 60, là, il y avait toute une série de synonymes pour parler des aspirations politiques des Québécois, inspirées du marxisme. Moi, je me souviens encore qu'adolescent, dans les années 80, parfois j'entendais un vieux parler de l'émancipation du Québec. Alors, personne ne dirait ça, même au Parti québécois. On disait, à l'option nationale, on ne disait pas ça. Parce que c'est un discours ouvriériste. Il y avait tout un vocabulaire comme ça qui venait parce qu'on associait le Québec à une classe qui s'est s'émanciper. Donc, on était dans un... et ce même Québec qui se disait colonisé,
tout d'un coup a créé des institutions, Hydro-Québec, la Caisse de dépôt, ainsi de suite, qui étaient présentes en Afrique dans des processus de privatisation soutenus par le Fonds monétaire international de la Banque mondiale. Ça s'appelait des drôles de colonisés, ça. Quand la filiale internationale d'Hydro-Québec, qui s'appelle Hydro-Québec International, se trouve à privatiser une société nationale qui va dans un autre pays, qui privatise l'homologue, la société d'État du Togo. Et c'est des cas avérés, là. La société d'État est-ce que c'est la Guinée ou le Sénégal? J'hésite, là, mais il y en avait 3. Dans les années 1990, 3 sociétés d'État africaines qui ont été privatisées par Hydro-Québec International, qui était une filiale qui échappait aux règles régissant Hydro-Québec ici, qui était presque offshoreisée, là. Bon, ça fait des drôles de colonisés, ça. Bon, ça nuit à la conscience de classe, mettons. Là, on commençait à avoir un portrait un colon qui est comme toujours écartelé entre le colonisé qui ne veut pas trop être, puis le colonisateur qui essaie d'imiter, hein, qui ressemblait pas mal plus au portrait du colonisateur qu'au portrait du colonisé. Et déjà vous avez peut-être déjà entendu parler du livre Noir-Canada, là, ben déjà dans ce livre-là, j'ai un chapitre sur le portrait du colon, comme ça que je l'intitule, et je montre, dans ce livre-là, autant que faire se peut, là, que on ne sait plus Mamie, tout d'un coup, à partir des années 80, avec le Québécois, Mamie disparaît. D'ailleurs, Mamie, quand il est décédé, là, il y a 2 ans, c'est dans l'indifférence générale, mais totale. C'est moi qui ai appelé Jean-François Nadeau. Hey, Mamie est mort. OK, il doit faire un petit texte. Parce qu'il est dans l'indifférence totale. Tu sais, même dans le mouvement indépendantiste, il n'y a personne qui a dit hey, Mamie est mort, c'était notre père spirituel, pratiquement, dans les années 60. Bon. Et donc, c'est ça. Ce qui m'intéressait, c'est de voir que Roche International, Bombardier, Hydro-Québec International, toutes ces sociétés-là étaient devenues colonisatrices. Coloniales. Donc, et le Québécois finissait par ressembler pas mal plus aux colonisateurs de Mamie qu'aux colons d'il y a 30 ans. Bon. Et donc, ce qui m'a intéressé, la question philosophique, au sens où la philosophie ne s'intéresse qu'à une chose, c'est l'adéquation des concepts. Ce que je fais, mon taf dans la vie, c'est de créer des concepts comme dit Deleuze, ou de les ajuster, les revoir, essayer de les bonifier, bon voilà. Ben, je me disais, ben, il manque une case du casse-tête, c'est la case colon. Bon, ben, et qui est une case qui est ardente, là, qui nous brûle les doigts, parce que précisément, c'est un anathème qu'on a toujours refoulé ou qu'on a toujours attribué à ceux qui mettent la musique trop forte au camping. Là. Bon, c'était juste ça. Bon. Donc là, le colon permettait de nous dire, ah ben voilà, c'est ça que nous sommes. Bon, mais pourquoi on n'arrive pas à la mettre, cette satanée case sur le casse-tête? Pourquoi ça résiste de manière presque somatique? Là, bon, c'est parce que ce qui pourrait permettre la conscience de classe, bien, évidemment, j'ai Lukács en tête, là, Lukács qui n'est pas orthodoxe, il y a quelque chose de fort chez Lukács de ce point de vue-là, sans le prendre au pied de la lettre et le suivre surtout. Il y a comme un mouvement inspiré de lui. C'est que ben, par rapport à notre histoire, à notre rôle, qui est humiliant, ce rôle qui consiste à dire, on a passé la mop, puis on a eu 25 cents à la fin de la journée, puis c'est ça qu'on a fait, puis pendant ce temps-là, on faisait crever à la gueule ouverte des Autochtones dans leurs réserves au profit des plus puissants. C'est pas très édifiant. C'est là où je ne suis pas certain que la devise « je me souviens » soit la plus probante, la plus vérifiable. On a de la difficulté à s'admettre ça, parce qu'on a une mauvaise conscience. Une mauvaise conscience par rapport à ce qu'on a été, donc on a une mauvaise conscience de classe. Il y a quelque chose de moral qui s'interpose quant à l'activité intellectuelle, et on a une mauvaise conscience de classe parce qu'on peine à s'admettre ce qu'on a été. Il y a un moment psychanalytique là, à franchir, on peine à s'admettre ce qu'on a été, et peinant à s'admettre ce qu'on a été, ben, on n'arrive pas à prendre conscience de ce qu'on a été, alors que cette étape-là est absolument indispensable pour passer à autre chose. Bon. Et le texte, je ne m'en souviens plus trop, mais je me souviens qu'il y a un chapitre sur Don Cherry, puis la soirée du hockey, puis il y a des textes sur toutes sortes de... Bon, j'ai un peu oublié, mais j'essaie de montrer à un moment donné comment lorsqu'on gratte un petit peu, puis qu'on passe outre la propagande canadienne qu'on a au musée
au Musée des droits de l'homme de Winnipeg ou encore dans je ne sais quelle production à l'eau de rose dans le Canada, le secret, là, puis elles sont une espèce d'image de marque de pays innocent là, qui est capable d'envoyer Jean Chrétien dans la mêlée sans que le monde s'en offusque. J'essaie de voir comment tout ça masquait mal une réalité évidemment coloniale, colonialiste, impérialiste, capitaliste, qui fait de ce pays-là strictement un appareil élaboré, contrôlé par le capital pour faire main basse sur des richesses au profit de marchés étrangers. Bon, et c'est la raison pour laquelle on a un pays qui est géographiquement absurde par son ampleur. Qu'est-ce qu'on a à dire à des gens de la Saskatchewan, là, bon Dieu? T'sais, moi, j'ai rien de plus à dire à des gens de la Saskatchewan qu'un Danois, là, pour il n'y a aucune raison, parce que c'est un cadre complètement imposé de l'extérieur par le capital, parce qu'il voulait avoir cet énorme grenier, cette espèce de garde-manger infini qu'est le Canada. Puis il est absurde aussi de par là, c'est pour des raisons historiques aussi liées à ce qu'on a fait de l'autre côté de la frontière, mais cette coupe Est-Ouest, alors que toutes les dynamiques sont Nord-Sud. Maintenant, je suis rendu dans la région des Maritimes. C'est évident qu'on a plus de liens avec le Maine, puis toute la côte Est, qu'avec les gens de Vancouver. Là, franchement, c'est parfaitement évident. C'est évident que les gens de Toronto ont à voir avec les gens de Détroit, puis bon, que Montréal est dans un axe Boston, New York, Philadelphie, tout ça. Puis le Minnesota, puis les provinces de l'Ouest, puis l'État du Washington avec la Colombie-Britannique, c'est comme ça que se font les dynamiques. Là, d'un coup, vous avez cette espèce de coupure et qui répond de rien d'autre que d'un dessin d'exploitation coloniale. Bon. Et donc, j'ai essayé de chercher, c'était désespérant, des germes, des indices de projets républicains. On pourrait revenir au mouvement indépendantiste parce qu'il avait de meilleurs, là, chez certains penseurs. Mais au-delà, en deçà, dans l'histoire, au préalable, là, des moments comme ça qui auraient pu être une sorte de filon vers un moment de l'histoire qui était prometteur d'autre chose. Et heureusement, à un moment donné, je me suis retrouvé dans une librairie indépendante de Toulouse, où je suis tombé sur un livre d'une maison d'édition toulousaine qui portait sur l'histoire du Canada. Un livre que je n'ai jamais revu après, et qui s'intitule, bon, c'est une maison d'édition française, donc le titre est en anglais, qui s'intitule Le Middle Ground de Richard White, historien bien connu du monde anglophone, qui est traduit à Toulouse, et à peu près introuvable ici, un livre passionnant qui nous montre comment, à l'époque de la guerre continentale, entre les grandes factions iroquoiennes et les Algonquins, les Hurons, et je ne sais, là, je ne suis pas assez historien, je n'ai pas assimilé tous les détails, mais ça mérite d'être lu et d'être assimilé, ou à terme, je voudrais prendre le temps vraiment d'intégrer toute cette histoire, parce qu'elle est tellement plus importante que l'histoire officielle, si on veut comprendre les dynamiques territoriales. On explique comment les Iroquois qui étaient violents, et certains Iroquois, parce que certains Iroquois se battent contre d'autres Iroquois, ensuite il y a des ramifications que je n'arrive pas non plus à cartographier très bien, mais une frange iroquoienne extrêmement violente, qui fait penser, si vous voulez, aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, en termes de rapport de force, j'entends, pas en termes d'idéologie nécessairement, je n'entrerai pas là-dedans, évidemment, mais en termes de rapport de force, était capable de chasser les nations, comme on dit aujourd'hui, adverses, vers l'ouest, vers ce qu'on appelle aujourd'hui la région des Grands Lacs, en Ontario, dans l'État de New York, aux États-Unis. Bon. Chasser des gens là. Bon. La colonisation avait beaucoup à voir dans ce qui commençait déjà à être une agression contre le territoire et sa capacité écologique à se maintenir. Parce que pour avoir des armes, pour avoir des biens de consommation européens, on s'est mis à exploiter la fourrure bien au-delà de ce qu'on faisait auparavant. C'est un mode quasi industriel ou proto-industriel, en étendant notre territoire. Puis là, on s'est mis à se disputer des territoires parce qu'on voulait vendre de la fourrure aux Européens qui nous donnaient des armes, avoir des armes pour dominer les autres peuples.
Et ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, le colonisé, c'est toute une affaire de travestissement, hein, l'histoire du Canada, le colonisé, qui est l'Autochtone, devient le colon pendant un temps. C'est lui, à force de travail du colon, les petites mains. Hein, c'est un peu lui le colon. Tout d'un coup, il devient colon. Mais après la conquête anglaise, on va le ramener à son statut de colonisé, mais tout d'un coup, il devient le colon. C'est par lui, en accointance avec des Français, des Anglais, ainsi de suite, selon le contexte, qui se met à exploiter son territoire, comme s'il était étranger à son territoire. Et là, on se dispute le territoire parce qu'on se dispute la rente coloniale. Bon. Et dans cette guerre, finalement, d'inspiration occidentale, hein, en tout cas motivé par l'Occident et par le projet colonial occidental, sans quoi il n'y aurait pas eu, on peut vraiment le postuler, toutes ces tensions-là pour les territoires, parce qu'il n'y aurait pas eu de motivation à exploiter 10 fois plus de fourrure qu'on en avait besoin, sans le marché qu'il fallait alimenter au loin. Ben là, on s'est retrouvé avec des peuples qui migraient, qui étaient refoulés vers les Grands Lacs, y compris des Français et des Britanniques qui étaient des marchands, qui étaient là pour toutes sortes de raisons. Et là, Richard White s'intéresse à ce qu'il a appelé le middle ground, que je préférais, moi, traduire, même si la traductrice explique pourquoi elle a gardé l'expression anglaise, hein, par le milieu. Milieu. Peut-être, je ne suis pas heideggérien, mais mettez un trait d'union si ça vous amuse. Hein, le milieu, hein, le lieu, pas moyen, c'est péjoratif, mais le milieu, comme on dit, est à mi-chemin. Bon, lui, et là, ce qu'explique Richard White, c'est que dans cet espace-là, il n'y a plus de culture qui domine. Tout doit être inventé. On l'a fumé, le calumet de la paix. Il faut se chercher, on se toise, on se méfie, mais on se constate interdépendant. Hein, il y a des faits de solidarité en même temps qu'il y a des phénomènes de méfiance. Bon, et donc se développe, je dirais, un début de république, ou peut-être une biorégion, je ne sais pas comment l'appeler, mais un début d'espace qui est propre à l'histoire américaine, au sens du continent, propre au lieu, et non pas propre à une décision d'une métropole, ou aux conséquences sur le terrain d'une décision prise dans la métropole, quant au peuple dominé ou au peuple premier, peuple d'origine. Et donc, je me suis intéressé à ça, j'ai fini le bouquin en disant, bon, ben, en tous les cas, la seule chose qu'on peut souhaiter du Canada, c'est sa dissolution. Fracassons-le, démantelons-le. Ce projet-là, dans son essence, est sans intérêt politique, si ce n'est que pour les plus puissants. Ah, mais pour le peuple, pour dire ceux qui ont été et restent des colons, pour les coloniser encore moins, c'est une instance aliénante. Et plus on va en prendre conscience, moins on voudra en être, et c'est pour ça qu'il faut passer par cette mauvaise conscience, en être conscient de cette mauvaise conscience, et on veut passer à autre chose. C'est un passage obligé, c'est désagréable, mais c'est ça la psychanalyse. On s'admet des affaires dures, parce qu'on sait les analyses, on peut passer à l'étape suivante, puis tant qu'on ne les admet pas, on reste enfermé dans son complexe. C'est une psychologie de comptoir pour tout un peuple. Bon. Et bon, moi j'étais bien content, j'ai fait ça, je me suis intéressé à autre chose. Et à cela s'est ajouté, c'est là où j'avance, la question écologique. Si on peut penser le présent de ça, être moins dans un rapport historique, et quant à des legs historiques, le présent, bon, ben encore une fois, je n'étais pas conscient de faire une suite, j'ai représenté ça comme Bande de colons 2, ou Bande de colons le retour, ou Bande de colons contre-attaque, mais il y avait quelque chose d'une suite finalement, parce qu'il y avait des restes. Bon, et la question écologique m'a amené finalement à revenir sur cet enjeu-là finalement de notre statut politique, mais plutôt, je dirais, par rapport à l'organisation politique elle-même que par rapport à notre statut, disons, de sujet. Il m'a semblé qu'il y a quelque chose à l'œuvre dans notre histoire. Il nous semble, parce qu'il n'y a rien d'original à ce que je vais dire au départ, c'est simplement un partage de données qui sont fournies par d'autres, et une synthèse que j'essaie de faire, à savoir que nous arrivons dans un moment qui me paraît inouï et donc angoissant, et que nous en sommes à faire preuve de créativité dans les objets politiques que nous devons nous donner. C'est quelque chose de cet ordre-là qui renvoie au middle ground, là, au milieu que je
que je cite là, dans le dernier livre et qui serait le trait d'union. Cette idée du milieu, là, du milieu intermédiaire. Qu'est-ce que l'inouï? Inouï au sens littéral, là, il se passe. On est confronté à des données, à des projections, à des hypothèses dont on nous dit explicitement qu'elles sont sans pareil depuis des millions d'années. Ça, on n'est pas obligé. Il y a des auteurs qu'on peut lire sans être idolâtre. Hein. On peut lire Bourdieu sans être bourdivin. On peut lire Foucault sans perdre la tête. On peut lire Bruno Latour aussi comme ça. Bon, Bruno Latour, il parle bien de ça. Il parle bien de cette espèce de raz-de-marée d'informations apocalyptiques qui rendent fou. Parce qu'on nous dit, nous, sujets humains, je ne sais pas c'est quoi un sujet humain, mais enfin bref, nous, sujets humains, on est face et responsables d'une situation inédite depuis des millions d'années. Quand vous pensez ça, vous, quelque chose qui ne s'est jamais produit depuis des millions d'années. Bon, donc c'est inouï, on n'a jamais oui. C'est donc inédit, c'est aussi indicible. Et à quoi ça renvoie très rapidement? Je dirais que c'est une crise qui concerne au moins 4 aspects, si ce n'est pas 5 ou 6, et plusieurs ensuite de manière déclinée. C'est la crise climatique. La crise climatique, ce n'est pas simplement des raz-de-marée, l'érosion des sols, la fonte des glaciers, le niveau des eaux, des canicules meurtrières, des incendies de forêt, des choses aussi ravissantes. Hein, c'est un phénomène qui ne répond même plus, qui ne dépend même plus, qui n'est même plus provoqué par ce qu'on appelle pudiquement l'activité humaine, mais qui est devenu autonome et exponentielle. Aujourd'hui, quand même, on arrêterait tout, qu'on mangerait de la luzerne, mais c'est tout, puis qu'on ne bougerait plus, ben, de lui-même, le phénomène se poursuivrait. Parce que la fonte des glaciers entraîne plus d'étendue océanique, qui fait que la chaleur des rayons solaires sont captées. Puis ça entraîne ça, un phénomène en boucle qui se conclut par plus d'incendies de forêt, moins de puits de carbone, la fonte du pergélisol qui libère du méthane, bon, c'est parti. Et le gaz carbonique par tonne qu'on a envoyé dans le ciel, c'est juste dans 10 ans qu'il va opérer. Donc là, aujourd'hui, on subit les conséquences du CO2 qu'on a envoyé dans le ciel en 2014. Bon, selon ce qu'on lit. Moi, je ne sais pas, mais il y a une telle convergence de constats qu'on doit bien se dire qu'il y a quelque chose de fondé là-dedans. Là. Bon. Donc il y a le climat, il y a la perte de biodiversité. 1 million d'espèces sont en train de disparaître sous nos yeux. Tellement que la chaîne alimentaire est perturbée. On a franchi 7 seuils sur 9 là, de situations face auxquelles les scientifiques répondent de rien. On franchit ces seuils-là, mais on n'est plus capable de penser la suite parce que trop de choses sont perturbées. S'il y a une expression qu'on devrait rendre caduque, là, je vais résumer l'affaire, c'est la fameuse expression « toute chose étant égale par ailleurs ». Non, il n'y a plus rien d'égal par ailleurs, parce qu'il n'y a plus rien de stable. On ne peut pas jouer sur des variables en se disant ben, on fait fond sur quelque chose qui est le papier peint du monde. Là. Il n'y a plus de papier peint, tout bouge. Tout bouge. Bon, comment vous suivez le mouvement quand tout bouge? Bon, où est le point de repère? On peut parler ensuite de l'énergie, bien sûr qu'il y a aujourd'hui les méthodes non conventionnelles pour exploiter le gaz, le pétrole, mais il reste que la demande est tellement croissante et ces techniques-là sont tellement polluantes et le climat est tellement un enjeu central par rapport à l'émission que dans cette espèce d'algèbre complexe pour penser la rentabilité de l'exploitation pétrolière aujourd'hui et gazière, il y a fort à parier qu'à un moment donné, le coût, quel que soit le titre de l'obstacle auquel on se mesurera, entraînera une diminution de la production. Et même chose pour les minerais qui sont constitués de ce qu'on appelle les bien nommés terres rares, qui sont au centre de toute la transition, la pseudo-transition énergétique, en fait une addition énergétique dans tous les sens du terme, parce que c'est nous qui payons la note au bout du compte. Et donc on est face à quelque chose d'inouï. Les espèces qui disparaissent, c'est synonyme d'énormément de problèmes en termes de santé publique, des zoonoses, c'est-à-dire des maladies générées par les autres espèces, en tant qu'elles nous exposent à des épidémies. Là, je ne me souviens plus qui disait, je pense que c'est l'IPBES qui disait que le 21e siècle, ce serait celui d'une épidémie de pandémie.
Et puis la COVID-19, c'est juste la bande-annonce du film qui s'en vient. Là. Bon, parce qu'on est désormais exposé à des espèces comme la chauve-souris qui tout d'un coup devient sensible aux éléments pathogènes parce qu'on la stresse. Et quand on stresse un animal, c'est comme quand on stresse un humain, ben, il est plus sensible à tout ce qu'il peut choper comme microbes. Comme, bon. Et puis il transmet ça ensuite. Il suffit que ça se retrouve dans la filière porcine avec les méga porcheries, les porcs ayant un code génétique à peu près comme le nôtre, et puis on y passe. Là. Puis depuis les années 70, il y a eu l'Ebola, le H1N1, les Zika, il y en a eu là plus que jamais. Là, plus, bon. Rien que ça est de mon ressort. Mais ce qui est clair, c'est qu'on est face à une situation qui devient difficilement pensable. Difficilement pensable parce qu'il n'y a pas de pendant. Et bon, je veux dire, j'essaie de reprendre à l'envers l'expression bien connue là, en disant que comparaison est raison. On ne raisonne que par comparaison. Si on arrive à penser à la COVID, c'est qu'il y a eu des cas précédents. Même si vous lisez Platon, Aristote, ainsi de suite, il n'est question que de comparaison. On est toujours en train de comparer ce qui se passe à ce que fait un cordonnier, un militaire. Bon, on ne pense que par comparaison. Hein, la tenue vestimentaire ne renvoie qu'à des comparaisons. C'est la même chose pour les grands moments historiques. Si on veut, on n'a pas tellement de difficultés à penser l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, parce que des invasions, il y en a tellement eu dans l'histoire que, justement, le problème, c'est que les événements antérieurs comptent tellement qu'on finit par ne plus être capable de voir ce qui est singulier parce qu'on plaque sur le présent tout ce qu'on sait du passé. Même chose pour la COVID, mais là, on est face à quelque chose qui ne permet pas l'analogie. Alors, comment on pense quelque chose qui n'est jamais survenu depuis des millions d'années? Le seul référent que je vois clair là, pour penser ce dont je parle, là, ce serait l'Apocalypse. Dans la Bible, là, à peu près. Le cinéma américain se jette là-dedans, goulûment, les inondations, les catastrophes absolues. Là, ça fait des bons films peut-être, mais ça n'aide pas à penser, parce qu'on est dans quelque chose de total. Quoi. Bon. Et on n'arrive pas à le penser, et on est dans une sorte de désarroi. Et nous sommes aussi des espèces. Donc, Rachel Carson, dans Printemps silencieux, relève dans les années 60 déjà, que les insectes font face à 500 nouveaux produits toxiques et chimiques par an, alors qu'ils s'adaptent en termes de siècles aux modifications de leur conjoncture. Et là, d'un coup, il faut qu'en une année, ils s'adaptent à 500 nouveaux produits. Puis l'année d'après, il y en a 500 encore. Puis l'année d'après, puis on est sûrement avec Monsanto, on est rendu à quel bon. Eh bien, nous aussi, d'un point de vue psychique, on ne s'adapte pas comme ça à un décor qui s'écroule sous nos yeux. On ne peut pas comme ça dire, ben tiens, on va penser, on va s'adapter et à Internet, et à la crise climatique, et à la perte de biodiversité en criant ciseaux, puis en inventant des concepts adéquats. Bon, d'autant plus qu'on est matraqué du point de vue de la propagande, puis de la publicité, puis du marketing pour juste penser d'une façon, quoi. Puis par le dire, je dirais même l'idéologie de l'extrême centre, là, qui nous stigmatise dès qu'on pense autrement. Hein. Donc il y a... Alors, bon, je me suis intéressé à ce qui s'ensuit, c'est-à-dire l'angoisse. Lorsqu'on est face à une situation qu'on est incapable de penser, on angoisse. C'est la raison pour laquelle je trouve le terme éco-anxiété bien mal nommé pour penser à la situation. Et cela appartient à un grand nombre de notions psychiques, politiques, éthiques, sociologiques qui sont très mauvaises ces années-ci parce qu'on est dans une situation qui est un peu l'affaire Sokal-Bricmont à l'envers. Ça vous dit quelque chose, l'affaire Sokal-Bricmont? Ben, c'est ces scientifiques qui avaient reproché aux philosophes français de citer assez allègrement des notions des sciences exactes sans trop les comprendre comme un grand magasin de métaphores là, pour construire comme ça des notions dans les sciences sociales ou les humanités qui étaient à leurs yeux tout à fait infondées, épistémologiquement. Là, on a reproché à Deleuze de prendre n'importe quelle notion puis en faire une sorte de jeu intellectuel qui ne renvoyait pas à la vérité scientifique aux critères d'usage, en toute rigueur. Ben là, c'est l'inverse. Aujourd'hui, vous avez des paléontologistes, des climatologues, des océanographes, des spécialistes de l'analytique qui produisent des données correctes, j'imagine, probantes, avec tout un appareil, mais à un moment donné, ils sont insatisfaits de juste leur colonne de chiffres, puis qui se mettent à conférer du sens en se lançant dans des grands propos sociologiques. Puis
psychologique, puis historique. Là, il y en a un, dire, Daniel Paoli, moi j'aime bien ce qu'il fait sur la myotique, parce que c'est celui qui a théorisé ce qu'il appelle le fishing down, c'est-à-dire la spirale vers le bas de la pêche. On pêche toujours des poissons plus petits parce qu'on veut satisfaire les objectifs de rendement, mais on est en train de tuer l'espèce. À un moment donné, il trouve ça insatisfaisant. Donc, il se met à faire de l'histoire politique, mais pour trouver des concepts, il cite les films qu'il regarde avec ses enfants, là, Jurassic Park, puis Batman, puis ça vient. Il donne l'impression de même pas savoir que Bourdieu existe. C'est des gens qui sont dans une sorte comme ça, une sorte de domination disciplinaire où ils pensent que si c'est en haut de la chaîne, parce qu'ils font de la chimie, de la physique ou je sais pas quoi, ben forcément ils sont capables de faire de la psychologie puis de la philo, quoi, parce que forcément si t'es chimiste, t'es capable de faire de la philo, quoi. C'est comme un axe comme ça vertical, quoi. Donc on a toutes sortes de concepts aujourd'hui avec lesquels on est obligé de se ferrailler, qui sont créés par des parfaits incompétents, qui au-delà de leur champ, ne savent pas ce qu'ils disent, mais ils savent même pas qu'ils savent pas ce qu'ils disent. Puis moi je le vis même dans mon quotidien institutionnel, parce que je suis dans un programme pitoyablement dénommé développement durable, ce qui est déjà accablant, et j'essaie d'expliquer à mes collègues biologistes ou chimistes un peu ce qu'il en est, et pour eux, ce que je dis, c'est de l'opinion, et ils en sont autant capables que moi. Puis, comme ils sont capables de voter, ben, ils sont capables de faire de la pensée politique, quoi. Bon, et c'est curieux, Platon déjà en parlait. Platon déjà disait, il y a des métiers où tout le monde se permet de s'inviter. Il y a des métiers où on n'oserait pas. Très peu de gens osent dire à leur dentiste, non, c'est pas vrai, j'en ai pas de carie. Tu dis n'importe quoi, j'ai lu sur Internet que ça s'appelle un trou, puis on peut le colmater. Non, personne ne va dire ça. Mais la sociologie, ça, n'importe qui, quoi. Dire, on n'a aucune crédibilité, même si on a travaillé pendant 30 ans sur un sujet, quoi. Bon. Donc, c'est un peu le problème qu'on a par rapport à ces enjeux-là. Donc, on parle d'éco-anxiété. Excusez-moi le long des choses, j'avais envie de me défouler. Donc, on parle d'éco-anxiété. Non, l'éco-anxiété, c'est ça. Ne désigne pas comme expression ce qu'on vit, ou un petit peu, de manière parfois circonscrite. C'est de l'éco-angoisse. Quelle est la différence entre l'angoisse et l'anxiété? L'angoisse, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion qui n'a pas d'objet. Ce sont des affects qui sont privés d'objet. Une bouffée d'angoisse, vous êtes envahi par des affects qui vous déstabilisent, mais vous pouvez les rapporter à rien. Bon, et l'anxiété, c'est le contraire. C'est parfaitement le contraire. C'est quand vous surinvestissez un objet. Bon, peut-être à dessein ou à raison, je veux dire. Peut-être à raison, peut-être à juste titre. Peut-être de manière complètement pathologique aussi. Mais vous surinvestissez un objet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut y avoir éco-anxiété. Il faut savoir de quoi on parle. Si, par exemple, une agricultrice craint pour ses récoltes parce qu'il y a à chaque été des phénomènes accentués de canicule. Alors, je dis, là, c'est de l'éco-anxiété. Je sais que ce que je crains qu'il y ait des canicules comme ça, toujours plus importantes été après été, puis que ça mette en péril mon activité, mettons, maraîchère ou agricole. Quoi. Bon. Ou si on habite près de l'eau, puis on est face à un phénomène d'érosion des côtes parce qu'il n'y a plus de glaciers qui absorbent les courants, puis donc les vagues arrivent et fouettent la côte comme jamais, parce qu'il n'y a plus ce barrage glacier. Ben, à ce moment-là, on voit qu'on perd 1 mètre et demi de côte à chaque année. On dit, à un moment donné, la maison va y passer, donc on est anxieux quant à cela. Mais très souvent, quand on pense au problème écologique, c'est sans référent clair. Tout simplement parce qu'on nous a mis dans le ciboulot des notions qui sont délirantes. Comme le développement durable, la géo-ingénierie, le capitalisme vert, la transition énergétique, toutes des supercheries, dont on voit bien quand on les utilise que c'est insatisfaisant. On voit bien quand on les utilise que ça ne fait pas le poids par rapport à tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on en appréhende. Que ce sont des caches secs, ce sont des béquilles. Puis on nous dit, malheureusement, Tim Hortons n'est plus de paille en plastique. Ah bon, ok, heureusement, bon, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est angoissé, on cherche des objets de substitution. On cherche des objets de substitution. Et là, il y a toutes sortes de façons de trouver des objets de substitution. La façon hystérique, c'est de complètement rompre avec le thème et de chercher toute autre chose. C'est-à-dire, j'ai vu une femme voilée dans un magasin qui menaçait ma civilisation du simple fait qu'elle était là. Bon, là, ça, c'est comme ça, le braquage de l'extrême droite vers 1001 objets de substitution. Puis je pense que la pire chose à faire quant à l'extrême droite, c'est d'essayer de rentrer dans ces sujets
puis d'entrer dans ces argumentaires, de dire non, l'immigration c'est bon, vous savez, il y a un restaurant portugais près de chez moi, puis ça c'est bien pour le quartier, c'est pas ça. C'est dire, mais pourquoi vous vous intéressez à ça? Non, à ça, à cette thématisation morbide et rance. Bon, il y en a sûrement, je pense, une minorité d'authentiques fascistes, puis violents, puis haineux, ça existe, on soit lié. Mais il y a plein de gens qui suivent là-dedans, tout simplement, parce qu'ils veulent se détourner d'une question beaucoup plus grave. Et ce qu'il faut faire beaucoup plus que de rentrer dans cette espèce de rhétorique nauséabonde, hein, c'est de remettre les projecteurs là, sur ce qu'ils méritent. Attention! C'est-à-dire, pendant que vous parlez de ça, c'est qu'en fait, vous esquivez la question de l'heure, évidemment écologique. On peut pas, quand on se dit aujourd'hui que le vivant est menacé, on peut se dire que ça devrait être un petit peu en haut de l'ordre du jour, non? Si on veut penser le reste, là. Bon. Donc, ça, ou ça peut être, je vais risquer ma peau en parlant à l'UQAM, mais ça peut être aussi, de l'autre côté du spectre, un surenchérissement sur les questions sociétales, où tout d'un coup, elles sont l'alpha et l'oméga de la pensée, où la grille intersectionnelle devient la seule qui vaille, où tout ne compte que par rapport à des identités particulières. Ça aussi, ça peut être une façon de se détourner d'enjeux plus centraux, quoi. Sans pour autant dire que la grille sociétale que moi j'enseigne dans mes cours là, soit nulle et non avenue. C'est simplement une sorte d'hyperbole, quoi, hein, une sorte de montée en épingle et de surinvestissement qui est en cause, quoi. C'est-à-dire, moi je me méfie de ce qui ressemble à des objets de substitution, quoi, à des espèces de surinvestissement sur des choses où on se dit, est-ce que c'est vraiment central à ce point, quoi. Et donc, il y en a d'autres. Il y en a d'autres sur différents points. Dire, moi, je peux vous parler de néo-brunswickois anglophones qui se réveillent la nuit parce qu'ils craignent que l'endettement du Nouveau-Brunswick s'accentue. Et la dette du Nouveau-Brunswick, c'est comme si c'était leur argent. C'est un objet de substitution, ça, à l'évidence. C'est en à te réveiller la nuit pour penser à la dette du Nouveau-Brunswick, c'est que tu n'as rien à penser dans la vie. C'est que tu n'oses pas penser ce qui mérite d'être pensé. Puis il y en a d'autres, ça va être sur l'échange du Canadien de Montréal parce qu'il y en a un qui est trop payé et il ne joue pas bien. Bon, c'est des objets de substitution, tout ça. Donc, et la pensée, au fond, porte sur des alibis. Bon. Et il y a les objets de conversion. Ça, c'est ce que Freud appelle le bonheur des hystériques, ou quelque chose comme ça. L'objet de conversion, lui, c'est celui qui est à la marge du problème et d'une manière synecdotique vaut pour le problème. Hein, les pailles de plastique, le recyclage, le fait que telle compagnie a décidé d'ajouter un filtre. Bon, et là, on se dit, ça va bien, on avance. Hein, on a mis de l'argent dans l'environnement, puis il y avait un petit bonhomme vert sur l'étiquette du produit qu'il vient d'acheter dans un emballage à consommation unique. Bon, et donc là, les objets de conversion, c'est ce qui fait passer la partie pour le tout. Bon, puis ensuite, il y a la névrose obsessionnelle. Bon, si vous voulez un exemple de la névrose obsessionnelle, je peux vous citer le cas d'un grand malade qui est président de la République française et qui voit un mouvement politique tout à fait marginal comme les soulèvements de la Terre, comme un groupe terroriste qu'il a essayé d'interdire au titre des lois antiterroristes, jusqu'à ce qu'à un moment donné, une instance constitutionnelle l'arrête, parce qu'il n'était pas arrêtable, là, et qu'il a renvoyé la police puis l'armée, puis il était prêt à les zigouiller. Là. Et il faut voir que de plus en plus, je peux vous citer des dépêches du journal en ligne Reporter, TERRE, Reporter là, de Hervé Kempf, qui là commence à faire le décompte des agressions étatiques ou d'extrême droite contre les écologistes. Parce que là, on commence à voir le messager comme le problème. Parce que le message devient trop encombrant, il va falloir commencer à éliminer le messager. Le communiste ne dérange plus personne aujourd'hui, mais l'écologiste, il commence à être gênant, puis il va falloir peut-être le terroriser un petit peu pour que, en le faisant passer évidemment lui comme le terroriste, pour commencer à acclamer. Ça, c'est la névrose obsessionnelle. Donc, et puis évidemment que ça ne marche pas. Parce que plus on l'écrase, l'écologiste, plus la question écologique, elle enfle, mais dans une sorte de virtualité encore plus troublante. Donc, il faut en étrangler encore plus pour respect. Bon, voilà, on rentre dans une sorte de grande pathologie. Donc, vous avez un modèle tous les soirs aux 20h de France. Donc, quand on est face à cet enjeu-là, bon, la question que je me suis posée, je me la suis posée avec un réalisateur qui s'appelle Yannick Erdogan,
Et là, je ne fais pas de la radio en faisant un lien qui me permet de vous dire que cette semaine, à la Cinémathèque québécoise, il y a son film sur les paradis fiscaux, bon, que j'accompagne, et c'est pour ça que je suis ici au Québec cette semaine. La très grande évasion, la Cinémathèque québécoise, très bon film sur les paradis fiscaux. Bon, voilà, ma pub est faite, mais c'était pas tout à fait prévu. Mais avec lui, en fait, l'histoire, c'est que Yannick Hergotte et moi avons eu, pour toutes sortes de raisons, à faire beaucoup de conférences sur les paradis fiscaux. Pendant des années, lui comme réalisateur, moi comme essayiste. Et impossible, je vous mets au défi, impossible de faire une conférence sur les paradis fiscaux sans que quelqu'un vous demande, oui, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, petit citoyen, claque-muré dans sa conscience insignifiante, qui mange des pizzas pocket en regardant TVA dans son sous-sol. C'est juste impossible. Parce que ce type de débat-là écrase la personnalité. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, mais comment ça se fait? J'en ai parlé un petit peu dans La médiocratie puis d'autres, là. Comment ça se fait que la question « que faire ?» qui, il y a un siècle, générait des révolutions et qui était emblématique de l'engagement politique et qui, du simple fait d'être formulée, était roborative, exaltante, stimulante. Comment ça se fait que cette question « que faire » est devenue ici « faqueux » bon, qu'est-ce que je peux faire, moi? C'est comme complètement déprimante, accablante. Bon, et là, j'ai commencé avec Yannick Hergotte, lui, dont on travaille ensemble sur un même objet, moi, sur le plan de Nestlé qui lance la semaine prochaine, lui, sur un plan d'un film qu'il est en train d'élaborer. On travaille ensemble sur ce espèce d'effondrement de la question que faire. Bon, chez Tchernychevski au 19e siècle, chez Babeuf, au moment de la Révolution française, jusqu'à encore récemment, là, au début du 20e siècle, là, cette question-là était un ressort de l'action politique, puis aujourd'hui, c'est devenu un coup de massue. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je me suis rendu compte, en travaillant là-dessus, qu'il y a énormément de livres qui s'intitulent « Que faire ». Mais ils sont très différents, c'est ceux qui... Mais, vous avez Jane Fonda qui a écrit son Que faire, Althusser, Badiou, Cambadélis, Cohn-Bendit, Guillaume Apollinaire. La doctrine sociale de l'Église catholique a donné lieu à un livre qui s'intitule Que faire. Bon, il y a toute la gang des Oberton, une espèce d'épigone nietzschéen d'extrême droite qui écrit son Que faire. Il y a une panoplie de cette question absolument passionnante, tout simplement parce que si on relit le Que faire de Lénine en mettant des points d'interrogation à chaque phrase, c'est passionnant. Non, mais vraiment. Et Lénine lui-même, il était pas fou en 1906 déjà. 2 ans après avoir écrit fait, il disait c'est plus d'actualité. Déjà en 2 ans, il y a plein de choses que je ne réécrirais pas, il s'autocritiquait. Ben, entre-temps, Trotsky puis Luxembourg l'avaient taillé en charpie, mais néanmoins, il lui-même disait c'est plus d'actualité, c'est un livre de circonstances, mais pourtant, toutes les questions sont bonnes. Mettez des points d'interrogation à chaque phrase, les questions sont toutes bonnes, et c'est encore celles qu'on se pose aujourd'hui quand on se dit que faire. À quel titre je parle, à qui je parle, quel est le niveau de compréhension des gens à qui je parle, quelle est la force aliénante qui s'interpose, qui a peur, qui est prêt à suivre à la condition de ne pas prendre l'initiative, qui va se battre farouchement contre, coûte que coûte. Toutes les questions sont les bonnes. Donc, que faire, ce n'est pas une question, c'est un corpus de questions. Non, les questions. Bon. Et donc là, ce qui m'a intéressé, moi, c'est de lire Que faire, les plus mauvais comme les meilleurs, parce que vous imaginez avec une contrainte oulipienne comme ça, que vous avez droit à un corpus fort inégal. Hein, mais en me lançant dans l'exercice oulipien, lire tous les livres qui s'intitulent Que faire, hein, même Michel Venn, hein, Que faire avec les souverainistes. Bon, ce que j'essaie, c'est quand même de trouver le meilleur de ces textes-là, d'aller chercher le meilleur, de voir ce qu'ils pouvaient nous apprendre, même quand on bat des listes. Il faut vouloir. Bon, donc, et je me suis rendu compte qu'un des problèmes qu'il y avait avec cette question dans l'histoire, étant donné l'expérience soviétique, hein, on sait précisément l'expression, c'est le statut au fond du que dans Que faire. Parce que c'est un complément d'objet direct, hein, c'est un pronom interrogatif qui renvoie une réponse, une sorte de réponse fermée. C'est ça un complément d'objet direct. Hein, finalement, c'est un objet qui est trop direct. Je pour le dire sans mauvais jeu de mots. Là. Hein, c'est comme un commandement, c'est comme une directive.
Alors, je me suis, en discutant avec Yannick, là, puis en lisant, j'en suis venu à proposer plutôt la formulation « faire que ». Hein? Parce que « faire que », ben, tout d'un coup, dès qu'on dit « faire que » plutôt que « faire », le « que » change de statut, c'est-à-dire que ça devient une conjonction de subordination, et non plus un pronom interrogatif. Hein? Et il appelle quoi? Un subjonctif. Et le subjonctif, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est le mode du souhait, de l'aspiration, hein? De l'appréhension, hein? de l'interrogation, mais de l'action aussi. Hein? Il y a de l'espoir, il y a de l'interrogation, il y a déjà on a tous les éléments finalement de la critique, comme en parlait Max Horkheimer, c'est-à-dire l'affirmation qui doute encore, l'affirmation qui se questionne, l'affirmation qui tâtonne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dès qu'on parle de faire que, on ne s'adresse plus qu'à des humains. On ne s'adresse pas seulement qu'à des humains, contrairement à que faire. On dit, faisons en sorte que le vivant dans l'économie de la nature puisse perdurer, puisse prospérer, puisse perdurer, oui. Bon. Et donc, je me suis intéressé à cette question du faire que, de la mise en action. Et pour ce faire, il me semblait nécessaire d'éviter les termes privatifs qui polluent la pensée politique aujourd'hui. Toutes les dénominations privatives qui nous nuisent d'un point de vue intellectuel, anticapitaliste, décroissant, anarchiste, insoumis, c'est-à-dire laisser à l'autre, l'adversaire, le soin de définir quelque chose pour ensuite, dans un deuxième temps, s'inscrire en faux et se présenter strictement comme n'étant pas de son avis. Je ne sais pas ce que Spinoza aurait pensé de ça, mais on n'est pas loin des passions tristes. Et on rentre dans un régime du ressentiment. Et en plus, on est infiniment récupérable parce que ce qu'on dit est tout à fait flou. Marine Le Pen n'a aucune difficulté au deuxième tour des élections présidentielles, des élections auxquelles elle a participé, à se présenter comme insoumise. Voilà, c'est n'importe qui insoumise. Tu te dis, ben là, je ne suis pas soumis, je suis insoumis. Là, le branding ne tient pas longtemps. Bon, et je me dis, ben, force est de se donner, mais pas non plus tomber dans une sorte de jovialisme de pacotille, et juste dire qu'il faut voir le côté plein du vide, la moitié pleine du verre, puis bon, les bons côtés aux choses, c'est pas ça du tout. Mais simplement penser, se donner un objet qui est roboratif, un objet qui est structurant, un objet qui est stimulant, un objet qui nomme ça au nom de quoi on agit. Bon. Et dans le contexte que je viens de décrire depuis le début, là, la vanité essentielle du Canada, la précarité préoccupante du vivant, les mutations territoriales et climatiques, dans l'éventail de textes qui peuvent nous parvenir, un concept m'a paru correspondre à ce qui, pour ma part, m'a interpellé, je vais en faire une affaire personnelle s'il faut, c'est la notion de biorégion. Pourquoi? Pas parce qu'elle est souhaitable. Moi, la biorégion, je veux tout de suite vous dire, je suis contre. Et je la défends coûte que coûte. Pourquoi? Parce que j'estime qu'elle est impérative. C'est-à-dire que c'est ce qu'il convient de penser dans la conjoncture qui est la nôtre, en tant que des contraintes vont s'imposer à terme. Et quand j'en parle, je parle à mes contemporains d'une situation qui n'est pas encore contemporaine. Mais il arrivera rapidement un moment où, dans ce qu'on appelle les régions, on peut contester le terme, mais le mot région vient quand même, il a une racine similaire à géographie. C'est pensé-là comme ce que Gaïa a généré. C'est parce que c'est de Gaïa que vient le mot région comme géographie. Donc, dans les coins de pays, dans les régions où nous sommes, il arrivera à un moment donné où les bris d'approvisionnement, les crises climatiques et écologiques, c'est-à-dire les conséquences de la disparition d'espèces et des perturbations climatiques, l'incapacité des États à répondre de toutes les urgences en même temps, incendie de forêt, pluie de verglas, guerre, réfugiés écologiques, ouragans, nommez-les, fera en sorte que dans les régions
et ça peut désigner aussi des quartiers urbains, Rosemont, ainsi de suite, bon, forcera d'apprendre à s'organiser par soi-même, au moins en partie. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, je vous invite à passer 1 an dans le bled qui est le mien aujourd'hui, c'est-à-dire aller vous installer à la péninsule acadienne et vous allez voir ce que c'est que d'être là où il y a le dernier Canadian Tire, okay? D'être là où il y a le dernier Tim Hortons de la chaîne, d'être là où il y a la dernière université, d'être là au bout du monde, là où on sent que la sève ne se rend plus. Même à une échelle de 10 ans, on le voit. Bon, mettez-vous dans la peau des gens de Clova qui, en pleine série d'incendies forestiers, se sont fait dire par le premier ministre François Legault l'an dernier au Québec, cramez. Okay? On vous concède aux flammes. On ne peut plus s'occuper de vous. On vous concède. Puis à un moment donné, on va en concéder d'autres. Puis la concession, elle peut se faire de manière spectaculaire comme là, mais elle peut se faire à petit feu. Et là, tout d'un coup, ce qu'on comprend quand on n'est pas dans les grands centres, parce que je vous dis, il peut sembler bien exotique ici, mais quand on n'est pas dans le grand centre, ce qu'on comprend, c'est à quel point il faudra assez rapidement apprendre à s'organiser par nous-mêmes. Et puis, c'est pas les gens de la Saskatchewan qui vont venir nous aider. Là, tu te dis, ben là, on s'aime pas nécessairement, on est pognés ensemble, puis il y a des réfugiés climatiques qui arrivent, puis là, il faudra s'organiser. Apprendre à s'organiser autrement sur une échelle régionale, qui finalement l'échelle politique qu'ont défendu, en tout ou en partie, des gens comme Aristote ou Kirkpatrick Sale ou encore Émile Durkheim dans le suicide. C'est ça sa conclusion. Communauté politique, appartenant à une communauté politique à une échelle régionale sensée, fait en sorte qu'on se suicide moins. C'est sa conclusion dans le suicide. On l'a oublié, sa conclusion. Bon. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire cette contraction de la géopolitique à l'échelle régionale sera une nécessité. Ce sera une nécessité. Je ne suis même pas là pour vous vendre la salade en disant c'est ça qu'il faut souhaiter, c'est l'option qui est à défendre. Il n'y aura pas dans le restaurant des offres électorales au moment d'élection un parti biorégional qui va s'opposer au parti souverainiste, qui va s'opposer au parti fédéraliste, qui va s'opposer à, je ne sais pas, au parti sociétal. Ce n'est pas une option, c'est une conjoncture qui va forcer les gens, à moins de céder au premier fasciste qui va débarquer, au petit chef de village qui va vociférer des ordres au plus petit nombre contre le reste, il sera nécessaire d'apprendre à cohabiter dans un monde qui, en partie, ne sera pas alimenté comme il l'est aujourd'hui à l'échelle de la mondialisation. Parce qu'aujourd'hui, dans ce que Bernard Landry, grand indépendantiste, comme on le sait, appelait dans une optique d'émancipation des régions ressources, des colonies, quand on est dans une région ressource, qu'est-ce qu'on se fait dire, en tout cas chez nous, c'est-à-dire produisez du homard, produisez du crabe, produisez du poisson, parce que c'est le vocabulaire qu'on utilise, c'est comme ça absurde de parler comme ça. Produisez de la canneberge, produisez des bleuets, puis en tant que propriétaire ou qu'employé, ou que bénéficiaire indirect comme restaurateur, je ne sais quoi, vous aurez en retour un petit revenu qui vous permettra d'aller au Walmart, au Canadian Tire puis au Tim Hortons. Bon, donc on tire des capitaux, puis on donne un pouvoir d'achat pour vendre ensuite. Bon, c'est un peu comme les frulignes puis les robins en Gaspésie au moment de la pêche. On nous fait acheter dans les magasins qui appartiennent à ceux qui nous prennent les richesses pour qu'ils nous versent un petit salaire. Bon. Bien, ce modèle-là, il ne tiendra pas objectivement. Il ne s'agit pas de faire un référendum pour en sortir. Il ne tiendra plus objectivement. Déjà, on n'arrive plus à Taïwan à fabriquer les puces informatiques dont a tant besoin le réseau parce qu'il manque d'eau. Le canal de Suez, ça sèche. L'archiduchesse. Et il y a les incendies de forêt. À un moment donné, en Californie, ça va bien avoir un impact sur les raisins et les amandes qu'on demande à cette région-là du monde de fournir. Il y a un moment donné où ça, pour toutes sortes de raisons, ça ne tiendra plus. Et moi, je retiens la parole d'un anthropologue qui avait dit, les anthropologues savent tout le temps quand est-ce qu'une civilisation, à un moment donné, une société va s'écrouler. Mais tout ce qu'on ne sait pas, c'est quel élément déclencheur provoquera cet écroulement-là.
Donc moi, ça ne m'intéresse pas de vous dire où ça va commencer, là. Mais l'appareil, le géant a des pieds d'argile tellement fragiles, il est tellement cancéreux, c'est tellement à l'évidence une étoile morte, hein, que n'importe quand, un rien va faire en sorte que ça va s'effondrer. Bon, et là, il faudra apprendre une échelle régionale à dégager des formes de souveraineté. Et je pense que cette affaire-là, je ne sais pas si je peux dire ça dans une université où la référence que je vais oser est tellement étudiée que je me sens incompétent, mais je dirais quand même, je me risquerais quand même à dire qu'il s'agira d'un moment non hegelien. Il ne s'agit pas d'une relève. Il ne s'agit pas de dire on va passer de ça à ça, puis cette chose-là va avaler l'autre, puis elle va la contenir en son sein. Il y aura une cohabitation des paliers. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, mais l'État ne laissera pas ça faire, ça ne se peut pas, etc. L'idée, c'est pas de dire que on va passer à une ère biorégionale, c'est-à-dire que la strate de la biorégion va s'additionner à d'autres. Hein, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir encore. Je veux dire, déjà, à la Renaissance, c'était évident qu'on était face à des pouvoirs stratifiés. Là, le cerf, là, il y avait un seigneur, il y avait le royaume, il y avait l'armée, il y avait l'Église. C'était des pouvoirs différents qui se superposaient et qui l'écœuraient de façon différente. Bon, mais aujourd'hui, on est encore là-dedans quand on peut y penser, parce qu'on a tendance à isoler le pouvoir strictement à l'affaire étatique. Ouais, mais il y a, juste en marge de l'État, avec toutes sortes de connexions, mais en marge quand même, il y a des mafias, par exemple. C'est un pouvoir, ça. Le commerçant montréalais, on va vous le dire, il paye l'impôt puis il paye le piso. Bon, parce qu'il faut quand même sécuriser l'immeuble, parce que s'il ne paye pas le piso, c'est bien drôle, c'est sur lui que ça tombe. Bon, puis après ça, il y a les banques, puis il y a les grandes industries qui ont une véritable autonomie par rapport aux États. Puis donc, on a, bon, la biorégion, c'est une strate qui s'ajoute. Parce qu'elle compensera, je dirais, une fin du capitalisme. Bon, mais là aussi, là, c'est très drôle, parce que quand on dit la fin du capitalisme, là, on se fait tout de suite dire, ah oui, ben, vous, les marxistes, vous êtes bien amusants, mais ça fait 150 ans que vous nous prédisez la fin du capitalisme. Plus vous la prédisez, plus on se dit que le régime va perdurer, parce que vous vous trompez tout le temps. Hein? Et puis, vous voyez comme le système est robuste, puis qu'il s'adapte, il est inventif. Puis là, on crée des plateformes pour créer de la croissance à partir de rien. Puis là, regardez l'intérêt qu'on a pour Mars. Puis bon, voilà. Mais il faut savoir de quel point de vue on parle lorsqu'on parle de la fin du capitalisme. Comme bénéficiaire relatif. Ben, commençons par dire que le capitalisme, bénéficiaire relatif, pour 80% de la population mondiale, il n'a jamais commencé. Déjà. 80% des gens, le capitalisme n'a jamais été bénéficiaire à quelque type que ce soit. Le Congolais du Congo-Brazzaville, lui, il a vu Elf, puis Total Fina Elf, puis Total Énergie. Bon, sur toutes ces années-là, exploiter le pétrole alors qu'il y a des pénuries aux stations-service chez lui. Hein. Bon, puis en Amérique centrale, on a de la difficulté à trouver du café. Bon, et puis, pensez pas que les meilleurs poissons au Sénégal sont consommés là. Alors moi, je peux vous dire, je viens maintenant, je peux parler depuis 7 ans d'une région de pêche d'où je viens. Il est pratiquement impossible chez nous d'acheter le poisson qui est pêché au large de nos côtes. Là. Puis si on le pêche, on paye le même prix qu'un New-Yorkais parce qu'on prive celui qui l'a pêché d'une vente à New York. Donc il ne fait plus partie du patrimoine local. Bon, donc, ces gens-là, surtout, je veux dire, dans les régions dites du Sud, là, n'ont jamais été des bénéficiaires relatifs du capitalisme. Bon. Ensuite, il reste à peu près 20%, là, mettons, là, qui constituent de bénéficiaires relatifs. C'est nous autres, ça. On peut encore se payer des bananes, on peut encore aller à Cuba, encore peut-être avec du crédit, bénéficier comme consommateur de biens de production qu'on contribue à créer comme travailleurs. Donc c'est là où on n'a aucun pouvoir sur cette conjoncture-là. Nous sommes, enfin, la classe moyenne, c'est quoi? C'est des prolétaires avec de l'argent, c'est tout. Bon, nous ne contrôlons pas la conjoncture, mais elle nous est bénéfique pendant un temps. Puis il y a le 1%, mettons, pour aller vite, là, qui est constitué des bénéficiaires de référence, qui, eux, peuvent peser sur le cours du pétrole, peuvent peser sur un certain nombre d'activités et s'en sortent toujours. C'est ça, le multinational. Le multinational, ce n'est pas un pouvoir complotiste qui, dans des officines quelconques, définissent le monde. C'est pas ça. Une multinationale, c'est un pouvoir qui a tellement de leviers qui profite de toute conjoncture, quelle que soit son évolution. Parce que les leviers font qu'il peut toujours s'adapter pour que ce soit profitable. Il y a une pandémie, on en profite. Les cours sont bas, on en profite. Ils sont élevés, on en profite.
Parce qu'on a tellement de leviers qu'on sait ce sur quoi peser hein, pour faire en sorte que ça nous profite. Alors que la pizzeria du coin, elle ne peut pas faire ça. Hein? Bon, donc je ne dis pas qu'on en profite autant. Il y a des conjonctures qui sont plus meilleures que les autres, mais on en profite tout le temps. J'ai étudié une société pétrolière que je citais, Total. Total, quand les cours sont bas, elle en profite parce qu'il y a des filières où c'est profitable que les cours soient bas. Puis quand les cours sont là, ben, elle en profite aussi parce qu'elle a des filières d'activité qu'elle maîtrise. Non, il faut que ça soit haut. Puis elle joue avec la finance de toute façon. Donc, il y a trop de leviers pour qu'on n'en profite pas si on est un petit peu futé. Bon. Et ce que je dis, à la fin du capitalisme, pour les 20% qui peuvent être concernés par cette expression-là, c'est que rien n'empêche que les 20% passent à 17%, puis à 14%, puis que ça soit de moins en moins de gens qui soient les bénéficiaires relatifs. Et c'est ça l'angoisse de la classe moyenne, c'est de retomber dans le statut de prolétaire qui est celui d'origine, au fond. Bon. Et rien n'empêche Nestlé, à terme, étant donné une conjoncture qu'on peut aisément imaginer dans son évolution, imposer au Québec, en ce qui concerne la filière de l'eau, les mêmes conditions de violence qu'elle met en œuvre en Côte d'Ivoire quant à la filière du cacao qui l'intéresse là-bas. Rien n'empêche ça. Et la fin du capitalisme, c'est pas la fin du capitalisme, c'est toujours ça qu'on pense. C'est toujours des imbéciles, des éditocrates qui vont dire mais non, le capitalisme va toujours. Oui, pour les capitalistes, le capitalisme va toujours rester. Bon, toujours, encore là, il faudra voir. En tout cas, il est robuste pour eux. Mais pour nous, un nous qui est flou, là, pas sûr. Puis il y a des gens pour qui, une majorité pour qui ça n'a jamais commencé. Bon, il s'agit d'en parler comme bénéficiaire. Bon. Et c'est ça l'angoisse. C'est que le jour où la contraction va se faire, puis elle est en train de se faire, parce que là, le premier signe qu'on a, c'est la vie à crédit. Donc, la vie à crédit devient insoutenable. Puis aussi, le deuxième signe qu'on a, c'est qu'il y en a très clairement qui, le fin du mois, n'ont plus rien dans le réfrigérateur. Donc, on parle de gens qui ont 2 jobs. Bon. Et à un moment donné, ben, il va falloir se dire, mais là, je vais apprendre à m'organiser autrement. J'ai peut-être intérêt à mettre des plants sur mon jardin, sur mon toit, si je vis en ville. Non, surtout qu'on est dans une ville aussi, il y a des toits plats. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas de l'agriculture urbaine ici depuis des décennies. Ouais, sûrement que les grands distributeurs n'aimeraient pas ça, mais ça serait beau. On va commencer à s'organiser, au moins partiellement, et de plus en plus structuré. Et la biorégion, elle va naître là, dans ces agencements-là. Bon. Donc, et puis, la biorégion, c'est un fait de nécessité historique. C'est pas juste un projet en l'air comme ça. Ça n'a rien à voir avec le retour à la Terre. Ça naît de là. Mais ça n'a rien à voir avec l'idée des années 60 d'un retour à la Terre qui était volontaire, qui était épiphanique, qui avait quelque chose comme ça d'un grand délire cosmique, quoi, qui participait à des grands appétits, comme ça, qui relevait du désir. Hein, c'est le mot central des années 60, c'était celui du désir. Là, on n'est pas dans le désir, mais on n'est pas non plus nécessairement dans le contraire, mais on est dans quelque chose là, qui répond d'une contrainte historique. Bon. Il y a un universalisme en jeu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de penser chaque région comme étant en vase clos. Je m'intéresse beaucoup à ce que j'appelle la diplomatie interbiorégionale. Moi où je suis, donc la péninsule acadienne, c'est la péninsule qui borde la baie des Chaleurs. Moi, je vois la Gaspésie de ma fenêtre. Je ne suis quand même pas très loin. Les Gaspésiens, c'est des Acadiens, historiquement. Bon, et il serait normal qu'il y ait des liens. Je n'irais pas dire que la Gaspésie et l'Acadie, c'est pareil. Mais la péninsule acadienne ne peut pas ne pas avoir de lien diplomatique interbiorégional avec la Gaspésie dans une optique où il y aurait des bris éminents d'approvisionnement, puis des ruptures quant aux pratiques sociales majeures. Bon. Donc c'est un universalisme. L'idée c'est qu'on pense en même temps des biorégions plutôt que de se dire qu'on va consommer encore longtemps les kiwis puis les raisins qui viennent de 2, 3, 4, 5 000 km de chez soi, ou les appareils dont les composantes on fait 8 fois le tour du monde avant de se trouver sur l'étagère. Bon. C'est un millefeuille institutionnel. C'est une strate qui appartient à un millefeuille institutionnel. C'est pas une relève hegelienne où là on prétend tout contenir le sens de l'histoire dans son petit bled à 12 000 personnes. Bon. C'est aussi un projet agonistique. C'est une approche. C'est pas un projet, mais c'est une approche. C'est une détermination. C'est une réponse.
qui est agonistique, c'est-à-dire qu'au nom de la biorégion, on s'oppose au forage industriel venant de l'extérieur, on s'oppose à la colonisation agricole, on s'oppose au pouvoir de loin qui a encore des velléités coloniales. Mais on n'est pas seulement contre, le gaz de schiste, contre l'arrachement de cette rivière, contre la mine de lithium. On n'est pas juste contre. On pense d'abord et avant tout le sol qui est le sien, qui est celui de la biorégion. Et par conséquent, c'est un projet écologique. Écologiste dans le sens où, dans la contraction géopolitique de la mondialisation à la région, qui est celui annoncé de ce siècle, il m'apparaît... il apparaît que l'expression géopolitique gagne un nouveau sens, en cela que le préfixe géo devient aussi important que la racine politique. Et au fond, ce n'est pas de la politique sur la géographie, c'est de la politique dans la géographie, avec, parmi. Et donc, là, des gens comme Bruno Latour, Baptiste Morisot, ça peut être vraiment intéressant pour penser la politique dans un monde que l'on comprend, au sens où on participe du mouvement des bassins versants, de l'évolution de la faune et de la flore, on comprend le sol qu'on habite, on comprend la réalité du littoral, on comprend la réalité des eaux, on comprend l'impact forestier. La politique se fait dans et avec tous ces éléments-là, et surtout pas contre et sur. Bon, et les prépositions sont extrêmement importantes ici. Donc le projet Biogen est de dire, ben là, on est laissé à nous-mêmes, on a intérêt à sauvegarder le territoire auquel on appartient et l'économie de la nature dans laquelle on est inscrit, puisqu'on en dépend et qu'on en fait partie et que c'est nous. Et là, je vous laisse des points de suspension parce que c'est là que j'en suis.